Bienvenue à tous pour cette rencontre qui va se dérouler sur un mode un peu inhabituel. C'est-à-dire qu'on a choisi, Ginette, Nicolas et moi, de structurer la discussion sous la forme de dialogue, on pourrait dire, un peu asymétrique. C'est-à-dire que dans un premier moment, je vais m'entretenir moi-même avec Nicolas, dont le beau livre Penser la pervertibilité est ici. Alors j'ai une longueur d'avance, je ne peux pas la cacher, c'est que j'étais sur son jury de thèse. Et donc le livre, je le connais, je connais sa richesse, je connais son importance, c'est pas rien, c'est vraiment quelque chose. Donc ensuite, Nicolas lui-même va s'entretenir avec Ginette sur son livre qui est ici, Ekphrasé, que vous avez vu. Et donc, le dialogue va se déplacer de cette manière-là. Et puis, enfin, il y aura un troisième moment, in absentia, on peut dire, puisqu'elle n'est pas là, mais on est content d'avoir publié son livre. Le dernier né dans notre collection Humanité à venir, Elisabeth Rothenberg, Derrida en jeu. Donc, bien sûr, Elisabeth enseigne à Chicago. Ça aurait été difficile de souhaiter même son déplacement, mais elle est avec nous, donc en pensée, et Ginette va en parler. Alors, c'est un peu comme ça qu'on va faire. Et puis, après, évidemment, il y aura, comme d'habitude, un moment, une période où on pourra s'entretenir tous ensemble avec nos auteurs et puis discuter un peu. Il y a tellement de choses là-dedans, c'est d'une telle richesse que on ne manque pas de matériel. Alors ceux qui, mon cher Gilles, il y a deux belles places devant qui n'attendent que toi. Je vais passer inaperçu. Alors, bonsoir à tous encore. Et puis, ceux qui sont vraiment debout, il y a au moins une autre place, puis peut-être qu'on peut trouver d'autres chaises pour vous. Alors, sans plus tarder, donc, je commence en accueillant Nicolas, qui a fait le travail, je dirais, a priori quasi impossible d'aborder la question de la perversité, la pervertibilité dans le texte de Jacques Derrida. Alors c'est sûr qu'un concept comme celui-là mérite bien sûr qu'on le définisse au point de départ. Il y a tellement de contextes philosophiques et littéraires où la question du pervers, de la perversion intervient, ça c'est sûr. Et donc quand on ouvre ce livre-là, ce que vous allez faire bien sûr, on s'aperçoit que il y a d'abord un balisage du terrain qu'il faut faire. Et je vais m'adresser à lui, bien sûr, pour lui donner la chance de présenter lui-même son travail. Il a travaillé en isolant, sa table des matières le montre assez rapidement, des blocs thématiques, c'est-à-dire, par exemple, la psychanalyse. Et donc, il y a des blocs qui permettent de voir un concept à l'œuvre. Alors, la première question que j'aimerais te poser, Nicolas, parce que je pense qu'il faut commencer avec nos auditeurs par le commencement, c'est la question de savoir, est-ce qu'il fallait définir le concept de la pervertibilité avant de commencer, ou est-ce que tu attendais de ton livre qu'il le construise? Là, tu devrais pouvoir répondre à ça facilement. Oui. En fait, non, c'est pas si simple. Mais il fallait d'abord, je dirais, il fallait d'abord le définir pour pouvoir ensuite le déconstruire et le redéfinir, en fait. Donc, évidemment, tu l'as rappelé, c'est d'abord et avant tout une thèse, hein, ce livre-là. Et puis, donc, on fait des demandes de bourse, on soumet des projets de thèse au département, tout ça. Donc, il fallait bien que j'en arrive à définir ce terme-là, pervertibilité, avant de commencer, en quelque sorte, à lire ou à continuer à lire l'énorme corpus qui représente celui de Derrida. Donc, mon plan, si on peut dire que c'est un plan, là, c'était donc d'abord... C'était pas une boutade, ce que je disais tout à l'heure, c'est d'abord d'essayer de définir cette pervertibilité-là à partir des éléments que j'avais.
mais évidemment qu'elle s'est déconstruite en quelque sorte au fur et à mesure des lectures, cette définition-là. Ce pourquoi, donc, je pense que c'est à ça que tu fais référence. Le premier chapitre, c'est une tentative, puis le mot est, je pense, juste, là, une tentative d'essayer de montrer ce que Derrida en dit de cette question-là, et ce qui en a été dit par les principaux commentateurs qui ont utilisé ce terme-là, dont Ginette, par ailleurs, hein, bon. Voilà. Mais évidemment, par la suite, bon, tout ça se détourne et dérape, si on veut. Okay. Mais pourquoi il y a cette mention dès ce premier chapitre d'une définition indéterminable? C'est-à-dire qu'il y a comme une limite a priori dans le travail de l'interprète de saisir la notion à l'œuvre. Et moi, je suis un enfant de ma génération, c'est pas la tienne, et ma génération a été beaucoup influencée, même je dirais, elle a été imprégnée complètement par le formalisme, c'est-à-dire en gros par le structuralisme. Et donc, il fallait construire des structures, il fallait isoler des polarités, et les théoriciens qui travaillaient là-dedans, Derrida est arrivé là-dedans au moment où c'était déjà en train de se mettre en place. Et toi, tu as beaucoup travaillé sur ces polarités. Dans ton travail, il y a des index, il y a des compilations, il y a des réseaux, etc. Mais ce n'est pas du tout ton sujet que de construire un modèle. C'est-à-dire, alors j'aimerais ça que tu nous parles de ça. Bien, effectivement, ces index-là, parce que, en fait, essentiellement, le travail, c'est moins présent dans le livre, mais le travail, au départ, ça a été de recenser les occurrences d'un lexique. Puis c'est à partir de ces occurrences-là que j'ai pu voir, bon, ça c'est le travail, disons, plus structuraliste, là, que j'ai pu voir un peu des lignes de force, puis des changements de cap dans la pensée de Derrida peut-être, mais c'était une étape, je dirais, préliminaire, en fait. Hein? Je ne pouvais pas en rester là, sinon ça aurait été assez peu intéressant finalement. Donc là, ce qui m'intéressait après ça, c'était de voir, et c'est pour ça que le livre est construit en deux parties aussi, hein, c'est d'abord essayer d'échafauder quelque chose comme la notion de pervertibilité, puis ensuite, c'est de montrer comment cette notion-là, finalement, par la pensée de Derrida, elle résiste elle-même à cette notion de pervertibilité. Donc, toute la deuxième partie, c'est une longue étude des mécanismes, des dispositifs littéraires, notamment, et philosophiques, qui font que cette notion-là, elle est, oui, opérante en quelque sorte, mais elle se décèle. Mais la psychanalyse intervient très tôt dans ta démarche. C'est inévitable. C'est inévitable. Quand on parle de perversion ou de perversité, il fallait passer par la psychanalyse et par le rapport aussi que Derrida a à la psychanalyse, qui est un rapport... je l'explique un peu de cette façon-là, c'est-à-dire la psychanalyse est un des fondements théoriques, si on veut, de ce livre-là, mais c'est aussi ce contre quoi ce livre-là est écrit. Hein. C'est à la fois, donc, la base du texte, mais ce sur quoi tout cet échafaudage de la pervertibilité, parce que cette question-là de la pervertibilité, ce n'est pas ni perversion, ni perversité. Hein. Donc, c'est autre chose, mais qui reprend, de manière un peu palimpseste, le vocable de la perversion chez Derrida. Oui, mais justement, ça, je pense que pour le bénéfice de notre rencontre, ce serait bien si tu pouvais nous dire, en tournant un peu le sujet de manière un peu serrée, quel est ce lien précisément entre le pervers, la perversion et la pervertibilité? Parce que la pervertibilité, c'est la capacité qu'a l'entreprise théorique de modifier quelque chose dans la perception que nous avons ou l'interprétation que nous faisons d'un réel ou alors tout simplement d'un sujet. Et donc, à quoi tu arrives au bout du compte quand tu arrives tu veux définir pervertibilité, capacité, etc., eu égard à la psychanalyse de la perversion? Ben, d'abord, la perversion en psychanalyse, ça ne va pas de soi. Même chez Freud, on a trois grandes définitions, si on veut, de la perversion. Mais ce qui m'a intéressé ici, c'est que la perversion entretient avec le déni une certaine familiarité. Hein. C'est-à-dire,
ça revient plus ou moins, grosso modo, un peu toujours à cette idée que je pense ou je vois ceci, mais il y a un mais qui est aussi, donc, deux réalités conjointes, là, si on veut. Ce que je trouve intéressant dans la pervertibilité, à tout le moins tel que Derrida l'intéresse, c'est que lui-même, dans sa rhétorique, si on veut, lui-même est toujours en train de poser des éléments pour les déconstruire par la suite. Mais il le dit lui-même, j'ai besoin de travailler d'abord avec le concept pour ensuite voir où ça fuit dans le concept. Donne-nous un exemple. Parce qu'il y en a quand même plusieurs dans ton livre. Des exemples, en d'autres mots. Tu dis, par exemple, à un moment donné, que tu considères, la phrase est forte, Derrida comme un philosophe pervers. C'est lui qui le dit. Hein? Oui, c'est lui qui le dit. Mais oui, ben il dit qu'il, là je pourrais pas citer de mémoire, malheureusement j'ai une mémoire de poisson rouge, là, mais il dit quelque chose comme qu'il prend, puis ça rejoint le livre d'Élisabeth, qu'il prend un plaisir pervers à jouer avec la langue. Hein. Mais aussi que les mots eux-mêmes ont une capacité, un réservoir, une potentialité de perversité. Hein. C'est pourquoi il se méfie. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, par exemple, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette étape préliminaire qui était celle d'essayer de voir comment il traite de cette question-là, c'est de voir à quel point il y a d'abord une méfiance à l'égard du lexique de la perversion. Hein. Il utilise toujours entre guillemets, là, où à chaque fois il revient pour revenir sur ce qu'il vient d'affirmer quand il utilise un vocable lié à la perversion ou à la perversité. Puis là, soudainement, il y a comme c'est un peu grossier de le dire ainsi, mais comme un envol à partir du séminaire sur l'hospitalité, où là, il assume en quelque sorte. Ça, c'est un bon exemple, parce que je trouve que c'est ton exemple de départ, puis c'est parmi les plus riches, la question de l'hospitalité. Oui. Dis-nous quelque chose là-dessus. Bon, alors, l'hospitalité, c'est une question c'est un examen que tu me fais faire. Faut que tu nous dises ce qu'il y a dans ton livre. Grosso modo, c'est jamais si simple, là, mais pour Derrida, quand il réfléchit à la question de l'hospitalité, il a réfléchi toujours en fonction de la loi de l'hospitalité, qui est cette espèce d'impossible, d'une inconditionnalité de l'hospitalité, c'est-à-dire, si je veux accueillir l'autre, je dois l'accueillir en tant qu'autre. Or, accueillir l'autre comme hôte, c'est à peu près impossible parce que je suis toujours dans un processus de retraduction de l'autre, je suis toujours en train de le familiariser, je suis toujours en train de l'accueillir pour moi comme l'autre, finalement. Donc ça, c'est la loi de l'hospitalité. Vous avez travaillé là-dessus beaucoup. Mais il y a des lois de l'hospitalité aussi qui sont finalement qui est l'application de tous les jours de l'hospitalité que l'on fait, c'est-à-dire qu'on réfléchit notre hospitalité imparfaite, conditionnelle, en quelque sorte, à partir de cette loi impossible d'une hospitalité qui serait absolument inconditionnelle. Alors moi, ce qui m'intéresse, puis ce que je trouvais pertinent à travailler avec cette question-là de l'hospitalité, c'est justement le rapport de pervertibilité entre la loi au singulier et les lois au pluriel. Là, il y a, si on veut, un exemple d'une manifestation, si on veut, de cette co-perversité ou perversion de deux concepts. L'un ne va pas sans l'autre. Ben justement, peut-être tu pourrais, mais je ne sais pas pourquoi tu le dis pas, le mot que Derrida va inventer, hospitalité, justement, c'est un exemple de pervertibilité dans la langue même, où on voit l'ami se retournant en ennemi à l'intérieur, si on veut, du même mot. La question du tour de langue, là, est parfaitement illustrée dans ce néologisme auquel il a recours. Oui, et c'est sûr que c'est tout à fait lié à ce que tu viens de dire de l'opposition, qui n'est pas une opposition simple entre les lois puis la loi, les lois avec une minuscule et puis la loi écrite avec une capitale, qui sont dans un rapport de striction, tension, et pas d'opposition simple non plus dans sa pensée de l'hospitalité. Je pense que c'est là, hospitalité dit en un mot,
la jonction qui se... C'est une tension, c'est sûr. Comme tu dis, c'est un bon exemple. Parce que si on fait retour, disons, sur le début de ton livre, moi, ce qui m'a frappé, puis intéressé suprêmement sur la question de la psychanalyse dans son rapport à la perversion. C'est-à-dire que, disons que dans la doxa analytique, la perversion n'a jamais bonne presse. La perversion, c'est quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est quelque chose, en d'autres mots, le désir pervers, par exemple, c'est le désir qui n'ose pas dire son nom. Le comportement pervers, c'est évidemment un comportement qui a partie lié avec une forme de violence, et ainsi de suite. Mais il se trouve que dans le travail que Derrida opère sur la pervertibilité, là, il y a tout un contexte nouveau qui s'élabore où la pervertibilité devient comment je dirais ça, une qualité pragmatique. C'est le cas du concept de l'hostie, avec hostis, l'inimitié. C'est un bon exemple de ça. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas, en d'autres mots, un accès au langage et à sa complexité de fond si on n'acceptait pas la pervertibilité essentielle, appelons-la structurelle si on veut, du langage. Moi, je me sens très à l'aise personnellement avec l'idée qu'on critique le formalisme. Derrida lui-même l'a fait très bien, il s'en est éloigné, il n'a jamais reconnu, comment dire, un côté fondamental à cette entreprise-là. Mais ton livre est le meilleur exemple, je trouve, dans l'analyse concrète, pragmatique, de la réalité de cette critique-là, en particulier à partir de la pervertibilité. Oui, ça, la question de la transgression, par exemple. Oui. Oui, par exemple, dans les envois de la carte postale, où il y a toute une espèce de dramaturgie, où je parle de tragicomédie, de la transgression dans ce texte-là, où il emploie un autre mot qui est un peu le même, un mot qu'il travestit ou qu'il pervertit, qui est le concept de performatif, hein, que Derrida utilise plutôt, lui, il utilise plutôt le terme de pervers formatif. Et donc, je me suis demandé, dans le chapitre 5, justement, pourquoi utiliser ce terme-là, pervers formatif, alors que, on le sait bien, le performatif est toujours pervers. C'est Raoul Moatti qui, dans son livre, qui le montre très bien. Je me suis dit, sachant cela, pourquoi Derrida insiste sur cette espèce de redondance qui n'est pas simplement un jeu de mots, ou un feu de mots, peut-être, dirait Elisabeth, donc de pervers formativité. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus? Ce qu'il y a de plus, pour moi, en tout cas, ce que je propose humblement, ce qu'il y a de plus, c'est justement une mise en scène, une mise en relief de cela. Hein, c'est le côté peut-être un peu, j'utilise le mot peut-être un peu de manière abusivement, mais heuristique de la pensée de Derrida sur la perversion, c'est-à-dire qu'il le souligne à grands traits, il le met... Mais rhétorique aussi. Rhétorique aussi, oui, définitivement. Mais il le met en scène. Il la met en scène, cette pervertibilité de la performativité du langage dans les envois. Hein. C'est transgression sur transgression dans les envois. On transgresse tout, hein, de la langue au genre. Oui, c'est ce qui lui a été reproché toute sa vie par la confrérie des philosophes, appelons-les plus standards, plus conservateurs ou traditionnels. C'est l'emploi de stratagèmes capables de dénoncer l'effet de la littérarité dans la philosophie elle-même. Moi, la première fois que j'ai lu Glas, je ne croyais pas ça possible. C'est-à-dire, c'était tellement violent, tellement incroyablement fort dans la déconstruction, le mot était déjà là, je me souviens plus, là, mais du texte de Hegel. D'ailleurs, tu le dis dans ton livre, tu reviens sur ça. Alors, le côté rhétorique me semble très important. Tu dis stratagème, moi j'aime bien le mot dispositif, même si je pense qu'avec Ginette, on a une discussion là-dessus, mais parce que Derrida en parle dans son texte sur sa... dispositif, c'est juste, il ne faut pas que ce soit une formalité.
faut pas en d'autres mots que ce soit un dispositif. Non, oui, exactement. Mais moi, je l'aime, ce terme-là, parce que, justement, Derrida parle d'une indisposition, un indispositif. Tu sais, ces dispositifs-là, ou ces stratagèmes, rhétoriques peut-être, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils viennent nous chercher, un peu comme la question de la perversion. Je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui est absolument négatif, et donc ça cloche quand on lit ça. On se demande pourquoi. Il y a quelque chose de l'ordre d'une indisposition, puis je pense que ça suscite en quelque sorte une sorte d'intérêt pour le propos, finalement. Je l'écris pas ainsi dans le livre, mais c'est un peu ça quand même qui est à l'origine de toute la dernière partie du livre, où je m'intéresse beaucoup à ces dispositifs littéraires comme glas, comme circonfession. Mais c'est sûr, c'est tellement important. C'est tellement important pour l'écriture de la philosophie aujourd'hui qui, c'est un truisme de le répéter, va d'une banalité à l'autre. C'est-à-dire que ça devient presque un appendice du travail scientifique. Toute la philosophie est épistémologisée complètement, ce que Derrida avait parfaitement vu. Et il y a un texte qui a fait beaucoup pour Derrida dans le milieu anglophone, c'est le texte de Richard Rorty, La philosophie as a kind of writing. Donc, ça c'est sûr, il a attiré l'attention là-dessus complètement. Et je pense que ton livre je montre ça complètement. C'est la manière d'écrire, l'écriture, le travail de l'écriture. Il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait aborder sur ce très très beau livre. Je ne sais pas vers où aller, mais je sais qu'on doit parler aussi du livre de Ginette, et le temps passe, mais peut-être tu pourrais quand même nous dire un petit peu, pas par conclusion, mais une des choses qui est importante et qui est si bien dite dans ton livre, quand tu parles de la carte postale que tu viens de citer, de circonfession, de glas, tu parles quand même du projet de Derrida comme penseur, comme philosophe. Et bon, moi je vois bien que tu as raison quand tu dis que ça rend impossible toute procédure dialectique. C'est-à-dire que la question de la vérité, par définition, est atteinte par la pervertibilité. Parce que toute proposition peut être quasiment renversée, et donc elle est renversée par sa propre littérarité, elle est renversée par sa puissance métaphorique aussi très souvent. Il faut quand même le dire, c'est un très très bon exemple. D'ailleurs, tu travailles très bien, je trouve, sur le texte de 71, sur la mythologie blanche, sur la métaphore. Alors, c'est sûr et certain que le côté, on pourrait dire, pervers, au sens fort de cette écriture-là, ne peut pas être juste dénoncé et mis de côté. Non, ça fait partie de ce que tu as appelé il y a un instant le dispositif. Et moi, je me rappelle, quand on s'est rencontrés pour la première fois et qu'on avait discuté, je t'avais demandé, puis je pense que tu avais bien répondu, en fait, j'étais content que tu répondes, que c'était pas de la métaphysique. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait dire que de la même manière que dans le texte philosophique, appelons-le standard ou traditionnel, il y a un dispositif qui, par avance, cherche la catégorie finale, l'être suprême, etc. Bon, et que c'est donc, par définition, métaphysique. La pervertibilité déjoue ça, comme Derrida l'a toujours soutenu. Oui, ça, c'est vraiment bon dans ton livre. Je ne sais pas, Ginette, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, parce qu'on va lui donner la parole maintenant. Ça me prend de cours. Moi, je voudrais juste conclure parce que tu me demandes de conclure, mais c'est... Tu sais, la pervertibilité, finalement, c'est pas un concept opérant que je voudrais qu'on associe maintenant à Derrida. Je voudrais plutôt qu'on la réinscrive. C'est toi qui me donne l'occasion de... C'est pas c'est une qualité. C'est une qualité au sens logique du terme. C'est comme le blanc, le noir. C'est quelque chose qui fait saillir ce qui n'est pas visible
tant que tu ne le vois pas. Mhm. Mais Oui, je pense que tu es mais trop il y a plusieurs modeste, dimensions. Nicolas. Moi, je le réinscrirais tout à fait dans la liste des... pas des concepts, parce que c'est pas des concepts, mais des notions indécidables qui sont là Exact. depuis le début. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire je veux pas que ça devienne le concept associé à Derrida. Non, mais hein. Tu peux me dire, c'est voici comment comprendre comme Derrida. le pharmacon, comme Exact. la notion Mais d'indécidabilité aussi elle-même. Mais la pervertibilité s'inscrit quand même dans ce réseau-là de notions en substitution infinie et indéfinie. Exact. Ouverte. C'est humblement la contribution que j'espère apporter, c'est-à-dire de ramener ce vocabulaire à l'intérieur de cette chaîne de concepts, quasi-concepts derridiens, qui sont finalement eux-mêmes en déconstruction et en pervertibilité les uns par rapport aux autres. Et ça fait partie sur le long terme de la pensée de Derrida qui ne veut pas être saisi dans un espace. Parce qu'il doit se y a une repenser, continuité quand même entre le pharmacon qui se retourne remède poison, négatif, positif, puis la pervertibilité qui est à la fois un risque et puis une chance aussi. L'auto-immunité. Il y a une constance quand même à travers ce travail-là sur des notions qui ne sont pas des concepts au sens strict, justement. Bon, ben, Nicolas, merci. Alors, notre plan de match maintenant, ce serait que à ton tour, tu t'adresses à Ginette sur son livre. Oui. Et donc, je te laisse la parole. Je vais être moins, oui. comment dire, disons, dans le dialogue. J'ai préparé un petit truc. J'ai quand même quelques questions. Puis, bon, tu m'arrêtes quand tu veux, Ginette. Jamais. Vas-y. Oui, jamais. Bon, alors moi, j'ai la tâche, si vous voulez, de vous présenter l'excellent livre de Ginette. Et puis, je me suis demandé dès le départ quoi dire, en fait, pour ouvrir ce texte-là. Mais l'ouvrir au sens plein qu'on peut donner à ce terme-là, ouverture, c'est-à-dire pour dire quelque chose de ce texte-là sans le répéter aujourd'hui, puis pour ne pas franchir finalement le seuil, garder quelque chose d'intact dans son secret ou dans son suspense qui vous donnerait envie finalement de l'acheter et de le lire. Bon. Alors peut-être donc à l'intention de ceux et celles qui connaissent moins le travail de Ginette, je pense surtout à ceux qui sont dans le fond, là, qui sont mes amis, mais à d'autres aussi certainement. Peut-être on peut commencer par le titre. Puis peut-être que je n'irai pas plus loin. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent là. Ekphrasé, nouvelle poétique de l'ekphrasis en déconstruction. Donc c'est très dense et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, le titre renvoie à un numéro d'études françaises que tu as dirigé en 2015, si je me souviens bien, qui s'appelait « Toucher des yeux ». Donc ça, c'est le titre. Et le sous-titre « Nouvelle poétique de l'ekphrasis ». Donc où il y avait la même idée, hein, si on veut, d'un infinitif. Hein, dans le collectif, c'était toucher. Ici, c'est toucher des yeux. Ici, c'est ekphraser simplement un mot, un seul mot. C'est jamais si simple, évidemment, mais donc et le même sous-titre aussi, ou presque le même sous-titre. En nouvelle poétique de l'ekphrasis, mais aujourd'hui, dans ce livre-là, tu ajoutes en déconstruction. Oui, en jouant sur le « en », parce que c'est à la fois en train de se défaire, voire de se déliter, mais en même temps aussi en déconstruction, donc telle qu'on peut essayer de la lire chez différents penseurs de la déconstruction. Exact. Voilà. Donc, ce rapport-là de correspondance entre le volume de 2015, la monographie d'aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas fortuit, évidemment. C'est un livre qui se présente, pour moi en tout cas, comme la relance, la continuité d'une idée persistante chez toi, là. Donc, ce livre-là qui a une importance, évidemment, qui aura une importance, évidemment, pour tout ce qui est du domaine des arts, de la philosophie, bien sûr chez les littéraires. Moi, je pense que ça constitue un morceau, hein, mais pas juste un morceau, peut-être le morceau le plus important, le point culminant, en tout cas, de ta pensée, de ta marche que tu as entreprise il y a quelques années du côté de l'esthétique, au moins depuis le milieu des années 2000, probablement avant aussi, ça fait presque 20 ans, mine de rien, qui s'est intensifié dans les dernières années. Là, j'ai ciblé quelques éléments, là,
séminaire d'esthétique à l'Université de Montréal, que tu as donné pendant plusieurs années quand même. Projet de recherche. Le livre est un peu dédié à mes étudiants qui ont souffert avec moi. Projet de recherche subventionné par le CRSH, Question des arts dans les œuvres de Jacques Derrida, Hélène Sixou, Jean-Luc Nancy. Édition de 2 ouvrages majeurs sur les arts chez Derrida, donc collection de textes sur les arts du visible, donc des textes et des interventions de Derrida, Penser à ne pas voir. Les arts de l'espace aussi, sur les textes qui concernent plutôt l'architecture. Direction du numéro dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça fait plusieurs éléments. Puis, je considère ce livre-là comme un peu le point culminant. Oui, tu as tout à fait raison. C'est vraiment pris dans un ensemble de travaux sur une quinzaine d'années. Et tout comme j'avais eu vraiment l'idée de faire apparaître quand même un peu mieux la pensée de Derrida sur les arts dits visuels, en faisant le travail de rassembler puis d'éditer certains de ces textes-là dans les 2 volumes parus aux Éditions de la Différence, ensuite, je me suis dit que il fallait faire un petit effort de plus et puis un peu rassembler tous ces travaux-là pour les mettre en résonance les uns avec les autres, sans trop les lier. J'aime bien quand c'est délié, puis je suis pas une penseuse du tout de la synthèse. J'ai ça en horreur, il n'y a pas de conclusion, puis il n'y en aura jamais. Alors donc, je pensais que c'était quand même utile de justement juste les laisser se côtoyer pour qu'on puisse voir des différences apparaître dans leur manière de réfléchir sur l'œuvre d'art et en particulier sur la question du commentaire de l'œuvre d'art qui intéresse à la fois les littéraires, les gens en histoire de l'art, la question de la description est centrale. Et évidemment, dès qu'on scoltine, comme j'ai été tentée de le faire aussi, c'est la chose la plus difficile sur laquelle écrire quand on est devant un tableau, devant un dessin. Comment en parler? Cette question-là est fondamentale et est la même, finalement, que celle qu'on a aussi devant un poème. En fait, comment parler d'un poème sans l'expliquer, sans le traduire, l'affadir, le paraphraser? Le rapport avec l'œuvre d'art pose cette question-là, nous pose cette question-là avec encore plus de radicalité, je dirais. Définitivement. C'est une question que je voulais te poser. Je ne sais pas si c'est trop tôt pour te la poser, mais aussi dans tous ces textes-là, on en parlera des textes peut-être un peu plus tard, mais dans tous ces textes-là aussi, tu traques en quelque sorte cette scène-là de... des fois, on peut parler d'une scène d'écriture, mais il me semble qu'il y a une scène de... comment je pourrais dire? Une scène de seuil ou une scène de fascination de chacun de ces penseurs, penseuses-là devant l'œuvre d'art. Puis c'est quelque chose que à partir duquel tu travailles, je pense, puis tu en fais même en quelque sorte la description à chaque fois chez Kaufmann, Derrida devant les singes de Camilla Adami, Nancy devant le Cézanne qui ose presque toucher. C'est très intéressant, puis bon, tu as utilisé la préposition devant. Et puis, c'est ça, chez certains, ça devient dedans, tellement qu'on s'en approche, on tombe dans la peinture un peu. Ça nous tombe dessus aussi comme un événement imprévisible. Derrida, il sent souvent la pulsion de s'agenouiller, il est terrassé, il est vraiment écrasé par la taille gigantesque de certains formats, par exemple. C'est vraiment intéressant. Sixou, c'est tout à fait différent, peut-être évidemment à cause de la situation de son œil très particulier. On sait que elle est très très myope, diplopique aussi, c'est-à-dire qu'elle voit double. Donc elle longe les tableaux, elle a un tout autre rapport, si on veut, pour entrer ou les accompagner aussi de manière plus latérale ou transversale. Nancy, il rentre dedans. C'est un œil qui plonge dans le matériau, la picturalité, le pigment qui va vraiment à l'intérieur. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé justement comment ils se posent comme corps, chacun différemment. Il y en a aussi pour lesquels c'est comme une jouissance. Il y en a d'autres, l'affect est complètement pas jubilatoire du tout. Ça peut être un effet de suffocation. Chez Philippe Lacoue-Labarthe, c'est le ne rien dire qui va devenir
complètement obsédant, justement. Ou alors, il y a des positions un peu plus, je sais pas si j'ose dire qu'ancienne morale chez Sarah Kaufman, que la philosophie a toujours voulu avoir une position d'autorité par rapport à l'œuvre d'art. Bon, on peut penser à Heidegger ici. Et donc, pour elle, c'est une position insupportable. On devrait se taire, vraiment se taire, et rien ajouter devant un tableau. Et donc, mais elle le dit, qu'il faut se taire. Donc, c'est paradoxal aussi. Derrida aussi va dans cette direction-là, c'est-à-dire de respecter complètement le silence de l'œuvre, mais de la chose qui est cette œuvre, une chose élevée au niveau de la dignité de la chose, pas l'objet. Et en même temps, il voit quand même qu'il y a des mots dans cette peinture-là qui appellent à dire aussi. Donc, il va toujours travailler sur ce paradoxe-là entre taire et puis en même temps aussi, malgré tout, dire ce silence-là de l'œuvre aussi, d'une façon qui respecte le mutisme de la chose aussi. Donc, c'est des positions très, très différentes chez chacun. Il y en a qui sont transis, comme je dis, de peur, et il y en a d'autres qui sont dans une jouissance jubilatoire devant l'œuvre d'art. Oui, bien, c'est ça. On le remarque quand même, une volonté. Je le sentais, en fait, je reviens au titre, c'est mes notes, là, mais c'est tout à fait en écho avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on le sent, moi, dans le titre, quand je l'ai vu ekphrasé, je me suis dit, voilà un infinitif qui est un impératif. C'est vraiment important ce que tu soulignes là, parce qu'il y a les deux mots. Hein. J'ai gardé l'ancien mot, le mot grec, ekphrasis, que tout le monde me dit, mais qu'est-ce que ça mange en hiver? J'ai la définition ici. Là, il y a plein de définitions, mais disons, le sens le plus classique, c'est quand même la description, hein, si on veut, et puis ça part de l'image très ancienne du bouclier qui donne lieu à une description qui court sur 600 vers, ou je sais pas trop, là, bon... chez Homère. Oui, chez Homère. Et puis, donc, moi, je me suis dit, ce qui est vraiment en mouvement, en déplacement, en transformation chez les penseurs de cette mouvance-là, appelée déconstruction, c'est vraiment de passer à un autre travail de l'ekphrasis qui est mouvement, justement, qui est une motion, une émotion aussi. C'est pour ça que je fais souvent appel à Georges Didier Huberman aussi dans tout ce travail-là, qui est vraiment, pour moi, le philosophe historien de l'art qui va le plus loin dans sa réflexion sur le commentaire de l'œuvre d'art aussi. Et donc, oui, ekphraser, ça veut dire faire plus que juste l'ekphrasis, juste se contenter d'une description. Il faut qu'il y ait presque une contre-signature dans l'écriture à ce moment-là de l'œuvre. Et oui, donc, pas seulement une traduction, mais une transformation. Une transformation qui passe par le travail de l'écriture, qui est vraiment à égalité à ce moment-là avec l'œuvre d'art. Ça, c'est pas eux qui l'inventent, là, c'était déjà chez Baudelaire, chez plein de penseurs romantiques par rapport aux commentaires de l'œuvre d'art. Traduction de la traduction, je me souviens bien chez Baudelaire. C'est ça. Et donc, ce mot-là, je l'ai piqué d'une certaine manière à Hélène Sixou dans un commentaire qu'elle fait, où elle parle même de ekphrase, donc en mettant une capitale au K, là, pour vraiment l'ériger comme un autre type nouveau de phrase qui viendrait. Et donc, ekphrase, ekphraser, pour moi, c'est mettre en travail justement la notion plus classique d'ekphrasis, à laquelle on doit revenir. On peut pas non plus, comme toujours, avec ces notions-là, comme pour le pervers ou la perversité, on peut pas faire comme s'ils étaient plus valides. Ils sont valides, mais en même temps, on les tire un petit peu dans un autre espace. On dénonce la naïveté parce que l'ekphrasis ancienne, c'était le projet tout à fait candide, que quelqu'un qui n'a pas vu quelque chose pourra le voir en lisant ce que j'en dis. Et comme la reproduction n'existait pas, c'était pré-benjaminien et de beaucoup, ben, l'ekphrasis devient la voie de sortie ou le moyen par définition. Mais évidemment, ce monde-là
derrière nous et de beaucoup. Oui. C'est la question de l'image. On peut penser justement, il y a beaucoup d'écrivains ici qui travaillent avec les images littéraires. C'est, si on veut, un élargissement de la notion d'ekphrasis qui est à l'œuvre aussi quand on produit une image littéraire, évidemment, où on donne à voir au lecteur. Puis en même temps, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que dans la tradition philosophique, le voir a une autorité et exerce quand même sur le plan des sens une hiérarchie. Et ça, c'est en jeu dans la déconstruction, justement, par rapport au toucher, mais par rapport à tous les autres sens. Il n'y a plus cette hiérarchisation des sens. Et ça, c'est vraiment quand même important. Puis il y a une déconstruction même de l'appareil optique, de l'œil, parce que ça va jusqu'à poser, par exemple, que un œil animal ne voit pas vraiment la même chose qu'un œil humain non plus. Donc, il y a des déplacements vraiment importants, même par rapport à la question de l'appareil optique. Ou que les yeux sont faits pour voir, littéralement. Ou que les yeux sont faits pour voir. Derrida qui dit que c'est fait aussi pour pleurer. Et effectivement. Et puis, Cixous, qui est très myope, comme je le rappelais, elle a un voile, si on veut, laiteux sur l'œil. Elle voit à travers un voile, de toute façon. Il y a toutes sortes de modalités de l'œil qui sont à prendre en considération et surtout, chez Derrida, ça prend la forme radicale de son titre, penser à ne pas voir, c'est-à-dire que chaque fois qu'on voit, il faut toujours penser à ce qui est dans le blind spot, point d'aveuglement, hors champ, qui est toujours là en train de structurer ce qu'on voit aussi. Donc, c'est ce double mouvement qui peut donner un œil torve, une sorte de torsion, pas très agréable toujours, là, inconfortable, mais qui je pense, est présent chez presque tous ces penseurs-là de la dite déconstruction. Justement, avant d'aborder un peu les textes eux-mêmes, ou à tout de même, puisqu'on ne pourra pas rentrer dans les textes eux-mêmes, mais au moins la forme de l'ouvrage, là, dans le titre, je suis encore dans le titre, je l'avais dit, j'ai bien vu que tu as inséré un indécidable, hein, c'est-à-dire que ces nouvelles poétiques-là de l'ekphrasis en déconstruction, hein, on vient qu'on ne sait presque plus. Est-ce que ce sont les nouvelles poétiques, c'est-à-dire cette nouvelle pensée, à supposer qu'elle soit nouvelle, ou l'ekphrasis qui est en déconstruction? Donc, la déconstruction, elle vient à ce moment-là, c'est là qu'elle entre en jeu comme perspective qui allie tout ça, mais aussi comme, justement, comme tu m'as très bien enseigné au fur et à mesure des années, qui n'est pas une analyse, ni une méthode, ni une perspective, mais qui est déjà, en quelque sorte, en déconstruction. Donc, même l'ekphrasis elle-même, elle est déjà, donc, dans ce rapport de déconstruction. Alors, dans ce livre-là, c'est un recueil de textes qui ont été déjà publiés, que tu as mis ensemble avec toute une nouvelle cohérence. Tu disais tout à l'heure que tu laissais, je ne sais pas exactement ce que tu as dit, mais tu laissais au lecteur, à la lectrice, le soin de les combiner, que tu ne faisais pas de conclusion, que tu laissais parler ces textes par eux-mêmes. Il y a même un endroit dans ton avant-propos, je me souviens bien, c'est dans l'avant-propos, je pense, où tu suggères aux lecteurs ou lectrices de les lire non pas chronologiquement, mais non pas linéairement, mais simultanément, ce qui est absolument impossible, mais en même temps un beau défi. Donc, dans ces textes-là, il y a quand même deux, je ne sais pas catégories, mais il y a deux aires d'aller dans les textes. Il y a les premiers textes qui sont là, de grands textes, des textes que j'avais déjà lus, sauf un, celui sur la Coulabate, qui sont des textes qui m'ont accompagné, moi, beaucoup, qui sont vraiment magistraux, dont le tout premier, qui n'est pas le premier à avoir été écrit, mais qui est celui sur Savoir-voir, donc sur la Sainte-Anne de Léonard de Vinci, donc sur ce rapport à la double mère, qui était commenté par Kaufmann, mais qui est, j'emploie le terme une deuxième fois, magistralement bien ekphrasé par toi. Je trouve que c'est ton masterpiece, si on veut, de ce texte-là. C'est pas pour rien qu'il y a une place inaugurale. C'est un ekphrasis, une ekphrasis, je ne sais jamais, une. C'est une véritable ekphrasis ou un véritable ekphrasis, un autre indécidable, une.
Tu la prends en charge, appuyé par une recherche formelle, documentaire aussi, puis c'est tellement fort, là, avec un dialogue qui est implicite avec Didier Huberman, avec Derrida, avec Cixous, avec Kaufmann, pardon, et une dimension autobiographique, assumée, mais secrète, laissée quand même pendante. Je ne sais pas si tu voulais nous parler un peu de ce texte-là. Ou, Ben, j'aime beaucoup ce texte-là, ça c'est sûr. En fait, ce texte-là, il rejoint tous les textes que j'ai mis dans la deuxième partie où je m'avance assez démunie le plus souvent devant des œuvres d'artistes québécois. Pour en parler. Et avec le Léonard de Vinci, c'est un peu la même approche. Donc, pour moi, il y a comme une résonance, justement, entre ce premier texte-là et tous ceux qui se trouvent dans la deuxième partie du livre, où la question, c'est de se mettre vraiment à l'écoute du tableau ou encore d'une œuvre vue quand même dans son mouvement d'ensemble et de voir comment ces œuvres-là se pensent déjà, se décrivent d'elles-mêmes, se parlent d'elles-mêmes, et puis donc d'essayer de me mettre à l'écoute, si on veut, de ce mouvement-là, de pensée qu'il y a dans l'œuvre elle-même. Puis ça serait peut-être ça le lien qui réunirait des œuvres aussi différentes que celles d'Edmund Alleen, de Marc Garneau, de Julie Ouellette, sur le plan vraiment formel, entre guillemets, mais ça n'existe pas beaucoup, cette question formelle pour les penseurs en déconstruction. À chaque fois, c'est des questions plus fondamentales de qu'est-ce que cette œuvre-là pense, est en train de penser d'elle-même. Puis juste l'accueillir, moi, comme traductrice de mon côté, du versant de la lecture, si on veut. En tout cas, ces textes-là, je penserai pas texte par texte, mais bon, il y a Tchécossé La Pittura sur Nancy, Cixous, Derrida. Derrida l'improviste, postface à une conférence que tu as éditée de Derrida qui m'accompagne beaucoup dans mon mémoire, qui m'a accompagné beaucoup dans mon mémoire de maîtrise. Un autre texte sur les skiographies de Derrida, 2 textes sur Cixous, dont un qui s'intitule « J'ai que phrase comme je respire », c'est fabuleux. Traiter l'intraitable sur Sarah Kaufmann, bon, le texte sur la Coulabarde, bon, je dirais mis côte à côte, là, ces textes-là, l'un contre l'autre, comme Nancy disait, les arts se font et se défont les uns contre les autres, tout contre et contre les autres. Ces textes, moi, je pense, témoignent d'une cohérence, d'une architecture qui, justement, n'a pas besoin d'être relevée ou soulignée. Hein, on la sent. Et c'est là tout l'intérêt, je pense. Donc, je m'adresse... Dans son livre, là, Ginette, elle va essayer de... Elle cherche pas à assembler, à unir ou à rassembler une pensée sur l'art, tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais elle marque les différences entre ces nouvelles poétiques, mais en les laissant parler d'elles-mêmes, comme, là je te cite, comme une interrogation commune quant au statut même du discours philosophique sur l'œuvre d'art. Donc, j'allais parler des autres textes qui sont plus spécifiques, résolument tournés vers le Québec, mais tu en as parlé. Je terminerai peut-être en te posant une question qui m'est venue à l'esprit comme ça en voyant l'organisation du volume. Le texte sur Edmund Alleen, c'est, si je comprends bien, le premier chronologiquement qui a été écrit. Est-ce que c'est le 2000? Ouais. 2000, ouais. Alors, oui. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu l'as placé à la fin? Parce qu'il n'y a pas de conclusion. C'est le texte qui conclut, finalement. Est-ce que... Oui, pourquoi je l'ai placé à la fin? Je vais te le dire pourquoi. C'est parce que les 2 bleus sont en résonance entre le bleu de la Sainte-Anne et puis le indigo de Edmund. C'était ça, ouais. Là, pour le coup, c'est vraiment... C'est une vraie exposition. Mais c'était la raison, je pense, pour laquelle je l'ai mis en finale. Ouais. Ouais. En tout cas, c'est un texte, un livre merveilleux que j'ai pris beaucoup de plaisir à relire. Trop rapidement peut-être pour me préparer, mais donc je le conseille évidemment à tout le monde, puis il y aura une résonance claire dans plusieurs domaines. Donc, Merci pour tes questions et tes commentaires aussi qui sont très informés, judicieux comme toujours. Merci.
Alors, on en arrive au dernier morceau de Oui, notre rencontre. c'est à moi, le dernier Ginette morceau. va présenter. Je vais faire ça rapidement, mais pas trop rapidement parce que c'est un livre qu'on aime vraiment beaucoup. C'est notre travail. Oui, oui, c'est notre travail et puis c'est notre collection, puis ça nous arrive pas souvent de pouvoir en parler un peu. Alors donc, Elisabeth pouvait pas être avec nous parce qu'elle est dans une sorte de tournée de conférences qui a pour un titre très évocateur, What You Always Wanted to Know About Freud. Et puis je pense qu'elle se promène entre Chicago puis New York avec une série de conférences sur ce sujet. J'aimerais bien voir ces conférences-là. Je suis sûre que ça va donner lieu à un livre. Alors donc, elle a la particularité, Elisabeth, d'être à la fois psychanalyste et professeure au département de philosophie de l'Université de Paul. Elle a écrit plusieurs livres, je donne des titres rapidement. Inheriting the Futures, Legacies of Kant, Freud and Flaubert, For the Love of Psychoanalysis, The Play of Chance in Freud and Derrida. Elle a édité et traduit en anglais plusieurs textes de Blanchot, de Lyotard, de Sarah Kaufman, de Derrida bien sûr aussi, Psyché 1 et 2, Negotiations que j'ai vu sur la table là-bas, Demeure Maurice Blanchot et aussi le second volume du séminaire La peine de mort. Et elle fait partie, évidemment, de l'équipe des traducteurs des séminaires de Derrida et aussi de, la bibliothèque des Derrida qui est aux éditions du Seuil. Alors, j'ai pensé reprendre ses propres mots pour décrire en 3 lignes. Ce serait comme 140 signes, quand ils nous disent d'écrire notre thèse en 140 mots, je sais pas quoi. Donc, on fait ça pour les éditeurs, souvent, puis ça reste dans les cartons, mais j'ai sorti ça, je trouvais que c'était bien. Alors, cet essai traite du caractère spirituel de Derrida, de ses boutades, et s'intéresse aux jeux d'esprit de Derrida en accordant une attention toute particulière aux histoires juives du philosophe, c'est-à-dire aux histoires qui font ressortir le jeu édipien du père de la déconstruction, tout avec des traits d'union, avec le père de la psychanalyse, tout avec des traits d'union. C'est un très, très bon résumé de son propos. Pourquoi est-ce que Georges et moi, on était si heureux d'accueillir cet essai dans notre collection? Eh bien, c'est parce qu'il n'existe pas du tout d'ouvrage qui porte sur les histoires juives ou sur le rire de Jacques Derrida. Et pourtant, quiconque a connu Derrida savait qu'il était très drôle. Et il disait qu'il ne pouvait pas raconter d'histoires, mais quand il racontait des histoires, malgré lui, il était très drôle aussi. Il était très bon dans les histoires juives. Dites juives. Vu qu'il y a le micro, je vais dire dites juives à chaque fois. Alors, les livres qui sont parus en France ou aux États-Unis abordent parfois cette question-là, mais seulement de manière incidente et sans vraiment lui consacrer toute l'attention requise. Et il n'y avait aucun ouvrage, ni en français ni en anglais, consacré à Derrida dans cette perspective. Et donc, ce livre-là, pour la première fois, nous donne une idée précise du concept de jeu dans l'œuvre de Derrida. On sait que cette notion-là est capitale dans son travail. Déjà, en 1966, à Baltimore, il donne cette conférence qui s'intitule La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines, et c'est comme ça que ça démarre. Donc quand même, la question du jeu est capitale. Et donc le livre d'Elisabeth met donc en valeur les histoires juives de Derrida et elle le fait surtout de façon enjouée, tout en prenant très au sérieux la relation entre Derrida et Freud. Et donc, c'est précisément le ton enjoué qu'on a beaucoup apprécié dans cet essai, Georges et moi. Et son essai a le mérite aussi de mettre au premier plan la question des relations entre la déconstruction et la psychanalyse. Et ça, c'est vraiment aussi important. On pourrait dire que Freud et Derrida étaient prédestinés à se rencontrer puisque l'un porte dans son nom la joie, Freud, en allemand, ça veut dire joie. Et dans Derrida, évidemment, il y a un certain sourire au rire qui n'a pas fait de boutade sur le verbe dérider et Derrida, évidemment. Alors donc, mais bon, plus sérieusement, c'est pas simplement ce rapprochement-là entre les deux noms propres que je voudrais faire, mais on doit dire que Freud et Derrida partagent surtout une même conception du langage et de l'écriture, comme une aventure qui consisterait à donner du jeu à la langue et aussi à laisser au rire le dernier mot, ou peut-être même le premier.
Ce serait une autre façon d'entendre la phrase qui décline si souvent « au commencement était ». Lui, il remplace souvent le verbe par beaucoup d'autres choses. On pourrait dire « au commencement était le rire ». Hein, ça serait quand même pas mal. Je cite son propos que Elisabeth met en exergue de son essai, vous allez voir. C'est un entretien de Derrida, un faux entretien de Derrida, je pense, qui a paru seulement en anglais, sous le titre « Vous voulez rire? Entretien avec un journaliste de passage ». Moi, pour ma part, j'ai jamais vu ça en français. Alors, je cite Derrida. « Mais savoir rire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça s'apprend, le rire? Est-ce que ça s'enseigne comme une technique, comme un savoir ou une science? Non, n'est-ce pas? C'est peut-être la seule chose qui ne s'enseigne pas, le rire, et qui reste foncièrement étrangère à l'enseignement comme tel. Le rire n'a lieu qu'une seule fois à la fois, chaque fois une fois, imprévisiblement, comme un événement qu'on ne voit pas venir. Et c'est vraiment là déjà une citation très intéressante parce qu'on voit que c'est la notion d'événement qui vient tout de suite à l'horizon hein, de ce rire très singulier. Alors, je sais pas si j'ai préparé tout un truc, mais c'est peut-être trop long. Bon, je vais quand même au moins rappeler l'intérêt majeur que Derrida a toujours montré envers la psychanalyse pour souligner à quel point c'est très, très rare chez les philosophes. Hein, il y a peut-être dans les philosophes qui sont ses contemporains Deleuze, à qui on peut penser qu'accorder un intérêt à la psychanalyse, mais c'est quand même très rare. Ricoeur pour la tasser dans le coin. Oui, c'est ça, mais dans le cas de Derrida, on pourrait aller jusqu'à dire pas de déconstruction sans psychanalyse et pas de psychanalyse sans déconstruction. On pourrait aussi ajouter ça à certaines phrases qu'on trouve chez lui. La psychanalyse est présente dans son travail dès 1967 dans l'écriture et la différence avec Freud et la scène de l'écriture. Et jamais, jamais, par ailleurs, plus tard, Derrida n'oubliera Freud dans la poursuite de son œuvre, qu'on pense à Glas, à Faure, la préface qu'il va faire pour le livre d'Abraham et de Torok, à la carte postale, hein, évidemment, à Circonfession, au monolinguisme de l'autre, à Mal d'archives, à Résistance de la psychanalyse, à son adresse aux États généraux de la psychanalyse où il parle de la pulsion de pouvoir et puis de la cruauté psychique, à son débat avec Baudrillard, pourquoi la guerre, la psychanalyse est vraiment partout et de façon massive aussi dans les séminaires. La vie, la mort, le parjure et le pardon, répondent du secret que Nicolas et moi sommes en train d'éditer. Il y a des pages absolument fortes et très, très puissantes hein, sur la question de Luna Milic et puis aussi du refoulement. Donc, c'est vraiment intéressant. Derrida va quand même prendre à bras le corps plusieurs des concepts majeurs de la psychanalyse pour justement les déranger, les inquiéter, les rendre vraiment différents de ce qu'on on a l'habitude de considérer d'un point de vue nosographique. Ça ne l'intéresse pas du tout, la nosographie psychanalytique. Donc là, on rejoint un peu ce que tu disais sur la question du pervers puis de la perversion. Mais ce qui l'intéresse, c'est justement d'ouvrir, voire de forcer à certains moments ces concepts-là pour les amener vraiment beaucoup plus loin. Et donc, on voit ça d'un bout à l'autre de son travail. Du côté de Freud, parce que j'ai parlé quand même pas mal de Derrida, mais je voudrais quand même dire un mot parce que Freud est au cœur de l'essai d'Elisabeth Rothenberg. Et Elisabeth s'intéresse ici à un texte de Freud sur le Witz, sur le mot d'esprit dans ses rapports, dans sa relation avec l'inconscient, un texte de 1905 de Freud qui est très souvent peu lu, hein, et elle a tout à fait raison de se tourner vers ce texte-là pour justement conduire sa double lecture rencontre avec Derrida sur ce terrain-là, des jeux de mots, parce que ce texte-là, peut-être à cause justement de Freud lui-même qui a marqué une ambivalence
assez constante envers cet ouvrage-là. Peut-être parce qu'il avait peur que la psychanalyse à cette époque ne passe pas pour une discipline sérieuse à cause de ce travail-là sur les jeux de mots, mais est resté un peu, si on veut, peu lu ou peu étudié, alors que sur le plan de sa composition, c'était un ouvrage philosophique très rigoureux et qu'il a écrit en même temps que les 3 essais sur la sexualité. Alors, on s'explique pas pourquoi ce texte-là a suscité, continue de susciter autant de réticence. On pourrait parler ici de résistance. Peut-être que c'est hérité de Freud lui-même à l'endroit de son texte. Mais donc, elle a tout à fait raison, Elisabeth, de se tourner vers ce texte-là pour en conduire une analyse de type déconstructeur. Et on peut aussi penser que la résistance qu'il y a à l'endroit du texte de Freud vient aussi du fait que le mot même de Witz est intraduisible, pose vraiment un problème majeur pour tous les traducteurs français, parce que justement, il y a un double sens bifide à ce mot-là, cette notion-là, que l'anglais peut garder avec wit puis joke, mais qui est assez perdu en français. Donc, il y a un problème peut-être de traductibilité qui passe pas bien entre le Witz allemand et puis ensuite le travail sur les jeux de mots. En français, le jeu de mots est souvent trivialisé un peu rapidement, puis perd justement le caractère d'idée qui vient, qui est liée au Witz, parce que l'idée qui vient est proche de l'Einfall, de la trouvaille aussi. Donc la surprise et puis donc la notion d'événement peut-être est plus présente en allemand que ce qu'on a après c'est une question de langue, encore une fois, de comment ça travaille entre les langues ici, et peut-être que ça explique pourquoi ce texte-là est souvent négligé. Mais en tout cas, donc, ce que je voulais vous faire entendre, sans prendre trop longtemps la parole, c'est la voix d'Elisabeth, puisqu'elle n'est pas malheureusement avec nous. Donc, je vais vous lire seulement un petit passage de son préambule, juste pour que vous voyez un peu le ton de ces questions qui sont à la fois si vivantes et aussi un petit peu impertinentes, ce que j'aime vraiment beaucoup chez elle. Alors je vous lis et puis ensuite on pourra échanger. Heureusement, il y aura des blagues à gogo dans ce livre. Tout comme Freud, avec qui il plaisantait beaucoup, Derrida était doté d'un grand sens de l'humour et il avait un réel penchant pour les mots d'esprit. D'où la question de ce livre. Ici, les blagues de Derrida étaient non seulement ludiques, mais aussi étonnamment lourdes de conséquences. Ici, nous soutenions que les blagues de Derrida, ces mots d'esprit, ces Witz, laissent deviner un fondement sérieux. Ici, quand il jouait, Derrida ne faisait pas que jouer. Ici, les mots d'esprit de Derrida révélaient quelque chose de plus fondamental concernant le travail de la déconstruction, à commencer par le concept même de jeu. Comment interpréter le caractère joueur de Derrida, ses plaisanteries, au regard de sa pensée du jeu? Y a-t-il un jeu, du jeu, dans le concept de jeu, qui donne lieu à la possibilité de jouer? Et si un tel jeu devait jouer un rôle dans l'héritage singulier de la déconstruction? Qu'est-ce que cela voudrait dire pour ces deux pères, ces origines respectives, de jouer à l'origine? Qu'est-ce que le jeu? Et qu'est-ce que le jeu a à voir avec le caractère joueur de Derrida, ses histoires juives et le jeu surprenant de son écriture? En soulevant de telles questions, j'espère pouvoir montrer que la déstabilisation des origines, le problème de l'origine si centrale à la pensée de Derrida, que cette origine soit philosophique, biblique ou familiale juive, n'est pas seulement une affaire conceptuelle sérieuse, c'est aussi une occasion particulièrement drôle et digne d'analyse. Je pense que ça met très bien la table pour ce petit essai qui n'est pas si petit que ça et qui ouvre vraiment des très, très sérieuses questions de façon tragicomique. Voilà. Voilà, mais merci beaucoup, Ginette. Donc, on a terminé un peu le tour de table qu'on vous proposait. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est s'il y a des questions qui viennent de vous, de la salle, qui avaient envie d'intervenir sur un point ou sur l'autre.
moi, j'en aurais pour Ginette, mais plusieurs même, mais c'est le privilège d'être là avec nous, critique d'art, les écrivains et tout. Vous êtes les bienvenus. Vos questions vont être prises très au sérieux. Sur le Witz, alors, peut-être ça pourrait nous permettre de prolonger un petit peu. Il reste que dans la tradition de Witz, c'est pas seulement la tradition allemande en tant que telle, c'est beaucoup la tradition juive. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, Élisabeth nous montre, elle a ça en quelque sorte, dans le sens, si j'ose dire, c'est presque trop dire que de dire ça, mais on peut le dire. Et donc, elle fait saillir ce qui, dans ce mot-là, n'est pas seulement tributaire de la langue, qui est tributaire de toute une culture, de toute une tradition. Moi, je me souviendrai toujours de ma surprise, un souvenir personnel, à l'époque où une théoricienne de la littérature et de la Bible venait souvent à Montréal. Certains d'entre vous la connaissez, c'était Mickey Ball, qui est professeur à Utrecht, et elle avait fait tout un livre, mais pas juste un article, un livre au complet sur un épisode de fou rire. Et quel était ce fou rire? C'était le fou rire de Sarah quand elle découvre qu'elle est enceinte à l'âge de 100 ans dans la Bible. Et Mickey était fasciné par le rire des femmes dans la Bible, et en particulier à partir de ça. Donc, il y a toute une infrastructure, si j'ose dire, de ce Witz qui plonge très, très loin dans la tradition. C'est une scène qui est analysée par Elisabeth, justement, dans son essai, la scène de Sarah qui rit aux éclats. Rire aux éclats, ça s'entend de double façon, hein. C'est pas nécessairement simple comme rire non plus. Non. Mais oui, je pense que c'est vraiment très important de rappeler ça, ce côté-là, justement, de la langue orale aussi, qui passe seulement par cette oralité-là. Et Freud, c'était peut-être une des raisons pour laquelle il tenait après coup à mettre à distance cet ouvrage-là, qui avait donné beaucoup de plaisir quand il colligeait toutes ces histoires juives. Peut-être qu'après, justement, ça faisait pas assez sérieux à cause de ça aussi. Il s'exposait finalement beaucoup dans son rapport à sa judéité dans cet ouvrage-là, et il l'a comme après mis un peu sous le boisseau. Peut-être pour cette raison-là aussi. La question de l'oralité puis du jeu de mots est très intéressante par rapport à Derrida aussi, hein. On peut rappeler la répartie de sa mère quand, au moment où le mot différence avec un A a été vraiment intronisé tout à fait officiellement dans le dictionnaire. Évidemment, ils ont fêté ça au champagne quand ça a été fait. Et puis là, sa mère s'est tournée vers Derrida, puis elle lui a dit mais Jacques, tu as fait une faute d'orthographe. Et là, tout le monde était un peu sur le qui-vive par rapport à cette question-là. Il pouvait pas, évidemment, mettre sa mère par rapport à la langue maternelle dans l'embarras, mais en même temps, il y avait donc cette histoire de lettre A, de différence, qui passe seulement à l'écrit et qui est inaudible à l'oreille aussi. Donc, toute cette question-là de l'oralité est très importante. À ce sujet-là, il y a une autre scène que moi j'ai trouvé tout à fait aussi intéressante à cet égard, c'est quand Elisabeth raconte dans son livre le moment où Derrida parle du rire dément, donc le rire démoniaque en quelque sorte, le rire dément, puis qu'il se rend compte au moment où il parle de cette expression-là que cela peut s'entendre aussi comme étant le rire qui est le démenti, le déni, le rire dément, et qui s'esclave finalement. Oui, mais juste pour enchaîner sur cette question de rire, parce que c'est comme ça que ça va, les histoires d'histoire. Mais dans le séminaire qu'on est en train d'éditer, il y a un ajout oral qu'on transcrit qui est
vraiment jouissant, là. C'est tellement drôle. C'est Derrida qui raconte comment il a été pris d'un fou rire, mais inextinguible et complètement fou, justement, devant des étudiants américains à un moment donné, où il commentait un passage de Spinoza, où Spinoza, dans cette lettre-là, dit à son disciple, son étudiant, surtout, lui, dites-lui rien parce que il pige pas la vérité ou il comprend pas la vérité ou, en fait, je paraphrase très très mal la phrase de Spinoza, là. Mais ce qui est drôle, c'est justement que ça touche quand même à la question de la vérité. Et là, qu'un maître dise comme ça, de pas dire la vérité à un disciple, là, il pouvait plus arrêter de rire sur cette question-là. Et c'est un moment du séminaire qui est très, très révélateur. Il y en a beaucoup d'éclats de rire dans le prochain séminaire. Oui, vraiment très révélateur et qui renvoie à l'exergue que je citais, c'est-à-dire que le rire, ça s'enseigne pas. Le rire, c'est imprévisible. Le rire, c'est intempestif. C'est un événement qui dévoile, évidemment, pour qui entend bien le rire, toutes sortes de choses inconscientes qui sont en train de vraiment venir à la surface et d'éclater au grand jour. Et donc, le rire, ouais, il y a toutes sortes de rires et puis c'est vraiment intéressant d'entendre les rires de Derrida. Les rires de son auditoire aussi, quand on transcrit les ajouts oraux, des fois, mon Dieu, qui sont paumés. Il rit à des moments qui sont pas drôles du tout, puis ça fâche Derrida. Puis il y a d'autres moments où il devrait rire et puis il rit pas du tout. Ce qui est vraiment ce qu'on a toujours dans l'enseignement. Ça rit pas là où on pensait que ça allait rire. Alors, c'est quand même vraiment très intéressant de voir qu'est-ce qui passe dans un rire ou un sourire, qui est beaucoup plus subtil, évidemment, le sourire. Ouais. Alors, de votre part, quelque chose, un petit mot. C'est juste un petit commentaire pour rebondir sur l'enseignement du rire. Juste vous aviser que le copain de ma fille, Elna Scherbourg, a eu un cours de yoga du rire. Bon, on enseigne le rire. Yoga du rire. Yoga du rire. Mais il y a quand même une école nationale d'humour, on peut dire ça. Oui, ici, on est les champions. Un gala d'humoristes. Il y a beaucoup de choses quand même dans la culture sur le rire au Québec. Ça, c'est sûr et certain. Mais les comédiens en savent long sur ça parce qu'ils apprennent à rire aussi, ils apprennent à pleurer. Oui, on peut apprendre. Mais c'est peut-être pas de ce rire-là que moi, je dirais peut-être un mot sur l'écriture d'Élisabeth. Vous disiez tout à l'heure, quiconque a connu Derrida, mais quiconque a connu Élisabeth aussi sait à quel point elle a un rire très communicant, là, je pense qu'on dit. Mais ça se voit aussi dans... On voit qu'elle a du plaisir, qu'elle a eu du plaisir à écrire ce texte-là. Il y a plein d'effets de suspense, là. C'est presque si elle ne nous dit pas « Attendez, tout à l'heure, chapitre 5, vous allez voir, je vous raconte la blague de Derrida, est bien bonne. » Des références qui sortent, tu disais un peu intempestivement, là, référence à Netflix à un moment donné. Si nous étions dans une série Netflix, je vous dirais ici, voici ce qui s'est passé il y a 11 mois, puis là on ferait un flashback. Donc il y a quelque chose aussi d'assez ludique dans l'écriture même d'Élisabeth qui est plutôt plaisant. Oui, puis il faut le souligner parce que quand même du côté des philosophes comme des littéraires, ça rit pas toujours beaucoup ni assez, je trouve. On aura quand même bientôt le livre de Jérôme Cotte. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui connaissent Jérôme. Jérôme est un gars qui a fait un doctorat de philosophie à l'Université de Montréal sur le rire avec un chapitre sur Derrida. Et donc, son livre est il arrive là, aux éditions Somme Toute, je pense. Et donc, on va être content d'avoir ça. C'est quelque chose d'un peu neuf parce que moi, j'étais sur son jury de tête. Je me disais, mon Dieu, comment ça va se passer, cette mise en scène du rire chez Deleuze, chez Derrida et tout. C'était extraordinaire parce qu'on n'est tellement pas habitué d'aller chercher dans les plis et replis d'auteurs qu'on considère pour la plupart du temps, surtout pour les aspects, appelons-les les plus tragico-sérieux de leur œuvre, et tout d'un coup, ça explose. Alors, c'est sûr et certain qu'on peut faire vraiment pas mal de choses. Alors, je vous dis tout de suite, ce livre-là arrive là, probablement au mois de septembre. Voilà. Bien. Alors, écoutez... merci beaucoup. Je pense qu'on... Oui, mais moi, je voudrais parler de moi. Je voudrais profiter de ce que je vous ai là tous ensemble et remercier Patrick et Guy
de leur infiniment beau travail pour nous. Vous en aurez la preuve substantielle, pas seulement dans ces livres-là, pas seulement dans la collection qui nous permettent de poursuivre, Ginette et moi, mais aussi dans la collection que Guy et Nicolas Lévesque dirigent, qui s'appelle « Les essais classiques québécois », où j'annonce, parce que le livre est arrivé, il est même ici, paraît-il, le livre extraordinaire, à tous égards inaugural, de Jacques Lavigne, un livre de 1953, qui n'est pas une farce, mais quand on le lit, on a vraiment le sentiment que c'est une farce. C'est-à-dire que ce qui est arrivé à Jacques Lavigne, premier philosophe du Québec qui n'était pas thomiste, 1953, et qui ouvre son livre en disant que malheureusement, tout n'est pas dans saint Thomas, qu'il y a des affaires ailleurs, peut-être chez Saint-Augustin, l'affect, l'amour, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui va lui arriver, le pauvre Jacques? Il va être congédié de l'Université de Montréal, 1954. Sa vie est détruite. Et donc, vous allez voir, j'ai eu le plaisir et l'honneur de faire la préface de ce livre-là. J'ai rencontré M. Lavigne à la fin de sa vie. Je voulais faire des entretiens avec lui, mais il était déjà de l'autre côté et j'ai vu vite que c'était pas possible. Et le mieux qu'on peut faire, c'est de rendre hommage au caractère inaugural, fondateur de la pensée de Jacques Lavigne au Québec. C'est, on peut le dire, avant Claude Lévesque, le seul penseur qu'on a eu au Québec qui n'était pas thomiste. Et puis qui n'était pas un curé non plus. Alors, mais ça, c'est pas grave, on peut l'être, ça, et être très bien. Mais la question, c'était vraiment de reconnaître ou non l'autorité du thomisme, et ça, lui, il ne la reconnaissait pas. Je vous invite à lire ce livre-là. Nous allons le lancer dans un colloque de profs de cégep le 3 juin au cégep de Rosemont. Voilà, alors je voulais vous passer ce petit message-là. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Non, mais vraiment, ça va,